tous. Aujourd'hui, on fait un petit exercice. Donc, ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait dans la quatrième partie du cours sur l'effet de la température sur le calcul de l'enthalpie standard de réaction. Donc, la loi de Kirchhoff en particulier et les cycles de Kirchhoff quand vous avez un changement de phase entre deux températures. Voilà. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Bien, alors nous voilà venus pour un petit exercice, l'exercice 8 du TD4. Dans cet exercice, on va appliquer la loi de Kirchhoff et on va faire un cycle de Kirchhoff également. Donc ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait en cours dans la partie 4 des applications du premier principe aux réactions chimiques. Donc je vous conseille de retourner voir cette partie-là du cours avant de faire l'exercice. C'est très très similaire, mais si vous voulez tester, vous pourrez le faire de façon plus facile en ayant revu cette partie-là du cours. Donc, on vous donne, on commence par l'énoncé de l'exercice, hein. On vous dit qu'on connaît l'enthalpie standard de combustion du méthane gazeux à 298 K. On vous donne la valeur delta de combustion H0, donc CAP égale P0 de CH4 égale 890,34 kJ par mol. Et on vous donne les capacités calorifiques des différentes espèces qui vont être mises en jeu dans cet exercice, donc CO2 gazeux, CH4 gazeux, H2O liquide, H2O gazeux et O2 gazeux. Voilà. On vous donne également l'enthalpie standard de vaporisation de l'eau. Donc c'est 40,7 kJ par mol, à condition que la température soit égale à la température de vaporisation, 373 K. Voilà, donc à partir de ces données et de l'enthalpie standard de combustion du méthane, dans une première question, on vous demande de déterminer l'enthalpie standard de combustion du méthane à 100 degrés Celsius dans le cas où l'eau formée est liquide. Alors avant de se lancer dans les grands calculs, on va déjà commencer par écrire la réaction de combustion du méthane. Donc la réaction de combustion du méthane, donc je vous rappelle, vous prenez une mole du composé qui vous intéresse, donc CH4 gazeux, vous le mettez en quantité stoichiométrique de O2, donc je verrai après le coefficient, et vous obtenez exclusivement CO2 gazeux et H2O. Alors, l'état de l'eau dépend de la température. Donc là, on vous dit qu'on se place à T2 égale 100 degrés Celsius, c'est-à-dire 373 Kelvin, soit dit en passant, c'est Tvap, mais qu'on reste avec de l'eau liquide. Ça vous est donné dans le sujet. Donc évidemment, ça, vous ne pouvez pas le deviner, c'est une donnée du sujet. Donc on est dans le cas où l'eau formée est liquide, donc ici, je suis dans ces conditions-là. Donc j'ai une mole de CH4, ça va me donner une mole de CO2, parce que j'ai qu'un seul carbone, je vais avoir 4 hydrogènes à gauche, donc 2 moles d'eau à droite, et si je compte bien, ça fait 2 O2 pour le total, pour équilibrer les oxygènes. Voilà. Donc voilà votre réaction de combustion du méthane, et là je l'ai écrite à T2. Qu'est-ce qui se passe maintenant à T1, qui est la température de 298 Kelvin, la température que vous connaissez, celle pour laquelle vous avez la valeur de l'enthalpie de combustion. En fait, vous avez exactement le même bilan de la réaction de combustion. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui aurait pu être différente, c'était l'état dans lequel était formée l'eau, mais en fait c'est aussi de l'eau liquide à cette température-là. Donc en fait j'ai exactement aux deux températures les mêmes molécules dans les mêmes états. Je peux appliquer directement la loi de Kirchhoff. Là, je suis dans une situation où, comme toutes les molécules sont dans le même état pour toutes les températures considérées, je peux appliquer directement la loi de Kirchhoff. Donc je vous rappelle la loi de Kirchhoff, vous dit que de façon générique, delta RH0 à une température T2, c'est delta RH0 à une température T1, plus l'intégrale de T1 à T2 de delta R Cp dt. Avec delta R Cp, donc la somme sur toutes les espèces
des capacités calorifiques pondérées du coefficient stoichiométrique algébrique. Je vous rappelle que dans cette expression, nu, le coefficient stoichiométrique, il est positif si I est produit. Si c'est un produit de la réaction, il est négatif si I est un réactif. S'il est consommé, on le compte négativement. Donc mon conseil, quand vous calculez un delta RCP, vous commencez par mettre plus pour tous les produits et ensuite vous retranchez les réactifs. Voilà. Donc ici, on est dans un cas particulier, on vous a donné des valeurs de CP qui sont des valeurs moyennes. Normalement, ça dépend de la température, on va considérer que c'est très faiblement dépendant de la température. Donc ici, le delta de combustion H0 à la température T2, ce sera égal au delta de combustion H0 à la température T1, plus, donc si mon delta RCP est constant, je peux le sortir de l'intégrale, fois T2 moins T1. Donc évidemment, c'est un calcul approché, mais ça va donner un bon ordre de grandeur. Il faut toujours préciser la valeur de delta RCP. Donc delta RCP, enfin son expression et sa valeur. Donc c'est d'abord les produits et ensuite je retranche les réactifs. Donc plus une fois le CP de CO2. Alors ici les gazeux, il sera gazeux tout le temps, je ne vais pas préciser. Plus deux fois le CP de l'eau. Ici, je vais préciser, l'eau, elle est liquide. Je précise parce que tout à l'heure, elle sera gazeuse, donc il faut faire attention ici. On fait bien attention à prendre le CP de l'eau liquide dans le calcul. Et ensuite, je retranche les réactifs. Donc, moins, je vais avoir une fois le CP de CH4. Pareil, il est gazeux, il sera gazeux tout le temps. Donc, je ne précise pas. Et je vais avoir moins deux fois le CP de O2 gazeux. Voilà. Donc là, vous avez l'expression de delta RCP. Je vous ai donné tout à l'heure les valeurs numériques. Vous calculez la valeur de delta RCP. Alors, attention ici, delta RCP, vous allez l'obtenir en joules par mol et par Kelvin, alors que les deltas de combustion vous sont donnés en kilojoules par mol. Donc faites attention à ne pas vous tromper à la fin quand vous ferez l'application numérique globale. Vous allez vous risquez d'avoir une erreur d'unité si vous n'y prenez pas garde. Donc là, vous avez 93,7 donc en joules par mol et par Kelvin. Et vous faites votre application numérique, delta de combustion H0 à T2. Donc si j'écris tout de suite tout en kilojoules par mol, ça va me donner moins 890,34. Ça, c'est la valeur à T1. Plus 93,7 fois donc T2 moins T1, 373 moins 298. Mais ça, c'est en joules par mol. Donc vous divisez tout par 1000 et vous avez la valeur en kilojoules par mol. Donc ici, ce facteur 1000, ce facteur 1 sur 1000 plutôt, il permet de convertir en kilojoules par mol. Du coup, vous obtenez la valeur finale, donc moins 800. Je vous ai fait l'application numérique, vous vérifierez pour voir si vous trouvez la même chose que moi, moins 883,31 kilojoules par mol. Voilà. Je vous ai remis les valeurs, les expressions bien écrites. On applique la loi de Kirchhoff. L'enthalpie de combustion à T2, c'est l'enthalpie de combustion à T1 plus le delta RCP fois T2 moins T1. Vous explicitez bien la valeur de delta RCP. Donc c'est les CP des produits moins les CP des réactifs avec les bons coefficients. Donc c'est 2 fois le CP de l'eau liquide, 1 fois le CP de CO2 gazeux, moins 2 fois le CP de O2 gazeux, moins le CP de CH4 gazeux. Vous faites l'application numérique de votre delta RCP, 93,7 en joules par mol et par Kelvin. Et ensuite, vous convertissez en kilojoules par mol et par Kelvin, en divisant par 1000, et vous calculez l'enthalpie de combustion à une température T2, moins 883,31 kJ par mol. Donc il manque le petit moins 1 ici dans le par mol. Donc ça, c'était pour la question petit a, où on vous donnait une température T2 de 100 degrés Celsius où l'eau restait liquide.
Dans la question petit b, on vous pose la même question à 150 degrés Celsius, mais cette fois-ci, l'eau elle est formée à l'état gazeux. Donc, je vous ai déjà préécrit la réaction à une température T3 150 degrés Celsius, 423 K, et j'ai reporté dessous, donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est comme ça que j'aime bien procéder d'un point de vue méthodo. Donc j'écris d'abord ce que je cherche en haut, et en dessous j'écris ce que je connais, donc à une température T1. Et vous voyez que la différence entre les deux températures, c'est l'état de l'eau. AT3, il est formé à l'état gazeux, AT1, il est formé à l'état liquide. Donc là, je n'ai pas le droit d'appliquer la loi de Kirchhoff. Enfin, j'ai pas le droit. Disons que si je le fais, ça me donnera un résultat qui sera faux. Donc il faut que je regarde espèce par espèce, et je vous ai dit d'un point de vue méthodo, c'est soit j'ai une réaction chimique, soit j'ai un changement de température sans réaction chimique et sans changement de phase, soit j'ai un changement de phase à température constante. Mais dans tous les cas, je ne peux pas avoir simultanément ces différentes choses. Donc ici, vous voyez que CH4 et O2, ces deux espèces-là, elles sont à l'état gazeux initialement, elles sont à l'état gazeux à T1 et à T3. Donc ici, j'ai juste un changement de température, phase constante. Donc je peux directement tracer une flèche comme ceci. Donc j'aurai 1 mol de CH4 gazeux plus 2 mol de O2 gazeux qui passe de T3, donc ça c'est mon pseudo-état initial ici, je vais le mettre entre guillemets, et ça c'est mon pseudo-état final, c'est pour ma première transformation de mon cycle. Donc ça c'est ce qui m'intéressera tout à l'heure sous le nom d'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est la réaction chimique écrite à une température T1. L'étape numéro 3, maintenant c'est de l'autre côté que ça va se compliquer. Pour CO2 gazeux, pas de souci, il est gazeux à T1, il est gazeux à T3. Ici, je peux faire une flèche, elle n'est pas très droite, mais ça ira quand même, et ça ce sera mon étape numéro 3. Et ça je ne vais pas pouvoir le faire pour l'eau. Pour l'eau, il va falloir que je fasse une étape intermédiaire. Une étape intermédiaire dans laquelle l'eau liquide passe à l'état gazeux. D'accord? Donc j'ai 2 mols d'eau liquide qui doivent à un moment donné devenir 2 mols d'eau gazeuse. Quelque part au milieu de ce cycle. Et donc maintenant que j'ai fait ça, alors ça se fait à une température Tvap, 373 K. Maintenant que j'ai fait ça, je regarde si je peux faire la même chose que ce que j'ai fait précédemment. Ben là, je peux parce que j'ai de l'eau liquide à T1 qui devient 2 mols d'eau liquide à Tvap. Donc là, je peux bien faire une petite flèche. J'ai qu'un changement de température à phase constante. Et la même chose ici, j'ai 2 mols d'eau gazeuse à Tvap qui deviennent 2 mols d'eau gazeuse à T3. Donc là aussi, je peux mettre une flèche parce que je n'ai qu'un changement de température à phase constante. Du coup, j'ai une transformation 4, une transformation 5 et une transformation 6. Bon. Et là, on applique une propriété fondamentale de l'enthalpie. L'enthalpie est une fonction d'état. Donc H est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas... Elle ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire que ce que j'ai au-dessus du cycle, qui est ce que je cherche, est égal à la somme de tout ce que j'ai en dessous du cycle. Donc j'ai plus qu'à déterminer ce que valent chacune de ces étapes. Alors on est parti. Delta de combustion H0 à T3. Alors je vais avoir pas mal de choses à calculer. Étape numéro 1. 1 mol de CH4 gazeux et 2 mol de O2 gazeux passent du pseudo-état initial à T3 vers un pseudo-état final à T1. Je dis pseudo parce que c'est juste pour cette transformation-là. Donc, j'ai 1 mol de CH4 plus 2 mol de O2. Ça va me donner le CP de CH4 plus 2 fois le CP de O2 fois, donc je pars de T3 et je vais à T1, donc T final moins T initial, ça me donne T1 moins T3. Donc ça, c'est pour la transformation 1. Plus transformation 2, ben là on l'a ici, c'est la réaction chimique à une température T1. Donc delta de combustion H0 à la température T1. Ça, c'est ma transformation numéro 2. Transformation numéro 3, j'ai
1 mol de CO2 gazeux qui passe de T1 à T3. Donc plus une fois le Cp de CO2 fois, donc je pars de T1, je vais à T3, donc ça me fait T3 moins T1. Ça, c'est la transformation numéro 3. Ensuite, transformation numéro 4. J'ai 2 mols d'eau liquide qui passe de T1 à Tvap. Donc plus 2 fois le Cp de l'eau liquide qui passe de T1 à Tvap. Ça, c'est la transformation numéro 4. Transformation numéro 5, j'ai 2 mols d'eau liquide qui deviennent 2 mols d'eau vapeur, gazeuse, à Tvap. Donc là, j'ai fait la vaporisation de 2 mols d'eau. Donc plus 2 fois le delta vap H0 de l'eau. Ça, c'est pour l'étape numéro 5. Et enfin, étape numéro 6, j'ai 2 mols d'eau gazeuse qui passent de Tvap à T3. Donc j'obtiens 2 fois le Cp de H2O gazeux fois T3 moins Tvap. Et ça, c'est la transformation numéro 6. Alors, quand vous allez faire l'application numérique, et même quand vous écrivez ces relations-là, donc il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Tant que vous êtes en dessous de Tvap, donc c'est quand vous êtes dans l'étape de T1 à Tvap, le Cp de l'eau, il est liquide. Ça, c'est fondamental. Quand vous êtes au-dessus de Tvap, c'est-à-dire entre Tvap et T3, le Cp de l'eau, il est gazeux. Donc ça, c'est une source récurrente d'erreur, hein, même si vous faites assez souvent attention à ça. Hein. Attention à ne pas vous tromper dans les applications numériques avec les capacités calorifiques de l'eau. Autre grosse source d'erreur, c'est, alors je vais bien mettre le 2 ici, on n'oublie pas le coefficient stoichiométrique quand on fait la vaporisation, et je mets aussi le signe. Bon, ici, c'est un signe plus parce que j'ai effectivement une vaporisation, mais des fois, quand vous avez non pas une vaporisation, mais une liquéfaction, il ne faut pas oublier le signe moins, hein, c'est l'opposé de la vaporisation. Donc là, très souvent aussi, il y a des petites erreurs auxquelles il faut faire attention. Alors, vous voyez, il y a pas mal d'étapes. Mon conseil, vous évaluez numériquement chacune des étapes séparément, et vous faites bien attention aux unités. Ici, je vais les entourer en rouge, delta combe et l'enthalpie de vaporisation de l'eau. Ce qui vous est donné en rouge ici, attention, ça vous est donné en kilojoules par mol. Donc soit vous convertissez ça en joules par mol et vous faites l'application numérique, soit vous convertissez tout le reste en kilojoules par mol et vous faites la somme à la fin. D'accord ? Donc faites attention aux unités. C'est les erreurs les plus fréquentes. Une fois que vous avez tout ça, vous faites l'application numérique et vous obtenez cette valeur-là, donc moins 801,40 kJ par mol. Là, je ne rentre pas dans le détail de l'application numérique, je vous laisse le refaire et vous me contactez si jamais vous ne trouvez pas la même chose que moi. Donc vous avez vu dans cette vidéo, d'un point de vue un peu pratique, comment on fait, comment on utilise la loi de Kirchhoff et comment on fait un cycle de Kirchhoff quand vous avez un changement de phase en fonction de la température. Donc vous n'hésitez pas à bien vous entraîner, vous pouvez changer les valeurs des températures, le but c'est de pratiquer, de faire des cycles, et si vous savez faire ce genre de cycle, sachez que c'est le plus dur de ce qu'on peut vous demander à ce niveau-là. Donc si vous avez bien compris comment on fait ça, il n'y a pas de souci, vous serez capable de tout traiter. Allez, à très bientôt!